Madame, Monsieur, bonjour. Jean-René Etchegaray est maire de Bayonne depuis 2014, mais également président de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Quel est son bilan? Comment voit-il l'avenir du Pays Basque? Quels sont ses projets? Sera-t-il à nouveau candidat? Jean-René Etchegaray est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean-René Etchegaray, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Alors, vous êtes maire de Bayonne, je viens de le dire, depuis 2014. Comment définiriez-vous votre bilan? Écoutez, toujours difficile en quelques secondes de définir un bilan. Ce que nous avons souhaité... Les temps forts, les points forts de ce mandat. Ce que nous avons souhaité faire sur Bayonne avec l'équipe dont je suis le chef de file, c'est une transformation de cette ville pour la faire entrer dans l'ère de la modernité. Et c'est une ville qui a une histoire très ancienne, un patrimoine extrêmement riche. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'on ne renie rien du passé, mais qu'on voit aussi l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur un certain nombre d'aménagements des espaces publics, sur également le passage du trambus, qui est un autre bus à haut niveau de service et qui a vocation à traverser l'ensemble de la ville pour permettre aussi à la population de se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Ce sont les enjeux importants évidemment dans une ville. On va en reparler tout au long de cette émission. J'aimerais revenir sur votre parcours. Vous avez obtenu votre premier mandat, je crois, à l'âge de 23 ans. Alors, c'était dans votre village de Briscousse, ce n'était pas encore à Bayonne. Vous êtes élu depuis 44 ans, donc à Briscousse, puis à Bayonne depuis 1995. Quel est votre moteur, votre énergie? Parce que 44 ans de mandat, ça demande un investissement fort. Écoutez, quand le maire de Briscousse, mon village natal, qui à l'époque contenait à peu près, qui ont été composés d'un millier d'habitants, est venu me voir. J'étais encore étudiant à la faculté de droit de Bordeaux. Je préparais donc mon examen d'avocat et j'ai effectivement été tenté par l'aventure. Mais j'étais à l'époque effectivement jeune et donc intéressé par les actions qui concernent la jeunesse. Et je me suis engagé de cette manière, sans doute parce que j'avais été président du comité des fêtes de mon village pendant une dizaine d'années. Et le moteur, c'est l'envie qu'on a de se mettre au service des autres. Et tous les élus, du reste, ont ceci de commun, quelle que soit leur appartenance politique. C'est de considérer qu'ils peuvent aussi donner du sens à leur vie en se mettant au service des autres. Et bien sûr, pour cela, en mettant en place des politiques publiques qui soient des politiques publiques structurantes et efficaces. Alors, on vient de voir cette longévité. Vous avez un recul sur cette activité d'élu. On parle souvent de la difficulté aujourd'hui d'être maire ou d'être élu. Parfois, la situation un peu conflictuelle avec les administrés, les rapports compliqués avec l'État. Est-ce que vous avez eu à un moment donné envie d'arrêter? Est-ce que l'envie a pu s'échapper par moment? Écoutez, il peut y avoir des moments de lassitude dans l'exercice de toute activité, dans le mandat public nécessairement. Jamais, à aucun moment, malgré la difficulté de l'exercice, je n'ai pensé qu'il fallait arrêter. Parce que nous sommes forcément mus par des intentions, et puis on a des objectifs, on a des projets. Et on a aussi une population qui attend la réalisation de ces projets. Alors, je pense que les élus, et ce n'est pas seulement mon fait personnel, sont souvent animés par cette volonté d'aller encore plus loin au service de leurs concitoyens. Alors, on va évoquer l'actualité de la semaine, de ces derniers jours, dans cette émission. Mais forcément, puisqu'on parle de votre parcours, on va tout de suite poser la question que certains téléspectateurs ont envie d'entendre, et vos administrés également. Serez-vous candidat pour un prochain mandat en mars prochain à Bayonne? Alors, au moment où je vous parle, cette décision, je ne l'ai pas prise et donc je ne l'ai pas rendue publique. Pour une raison assez simple. C'est que, je viens de vous le dire, un mandat public est une exigence particulière. C'est aussi une lourde servitude. Ce sont des engagements personnels, familiaux parfois, que l'on prend lorsqu'on décide tout simplement de s'engager à nouveau. Un mandat de 6 ans, c'est à la fois court
mais c'est également long. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, et je suis encore dans cette réflexion, mettre tout dans la balance. D'abord, il faut être en bonne santé pour repartir pour une période de 6 ans. Les examens que j'ai effectués sont, pour ce qui me concerne, satisfaisants. Et ensuite, il y a une décision personnelle, au-delà même des questions de santé, de se dire, est-ce que vous pouvez considérer que vous êtes prêt à consacrer la totalité de votre énergie dans un mandat public. Et c'est cela qui est actuellement le centre de ma réflexion. Mais je ne vous cache pas que j'aurais un sentiment, et c'est ce qui m'habite actuellement, d'abandonner en quelque sorte mes concitoyens, donc je sens bien au travers des conversations qui sont les miennes, dans la rue ou ailleurs, mais qu'ils attendent que je poursuive cette action, car vous l'imaginez bien, ce n'est pas à la fin de mandat que tous les projets sont achevés. Donc si je comprends bien, vous êtes en bonne santé, vous avez plutôt des envies et des projets pour cette ville, donc il ne serait pas surprenant que vous soyez à nouveau candidat en mars. Rien n'est exclu. Vous êtes également centriste, membre de l'UDI. Comment vous sentez-vous au sein de l'échiquier politique aujourd'hui en étant membre de l'UDI ? Alors, je suis avant tout un centriste basque. Alors, je dirais, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Le Pays basque est une terre centriste, historiquement. À la différence du Béarn, d'ailleurs, même si ces deux parties sont dans ce département très, très bicéphale, le centrisme basque s'est caractérisé par l'action que bien des maires, alors souvent issus des formations centristes traditionnelles, ont pu mener. Et donc mon action a toujours été à l'intérieur de la famille centriste. Alors j'ai été membre de l'UDF longtemps, puis ensuite du MODEM avec François Bayrou, puis aujourd'hui donc effectivement de l'UDI dont je suis le président départemental. Vous vous sentez bien dans cette famille politique ou est-ce que vous pourriez envisager des changements ? Écoutez, je crois que toutes les formations politiques vivent actuellement un vrai problème existentiel. Alors, je fais partie de ceux qui considèrent que les formations politiques doivent exister. Elles sont le socle de la démocratie. Et il serait dangereux d'ailleurs que de les rejeter, quelles que soient ces formations. Pour autant, lorsque on est attaché à des mandats locaux, c'est mon cas. Je n'ai jamais exercé de mandat ni régional d'ailleurs, ni national. Eh bien, je considère que ce qui importe avant tout, c'est d'avoir des projets. Et les projets que j'ai en tête, ce sont des projets qui relèvent d'une conception centriste de la vie politique. Alors ce centrisme-là, on peut le trouver à l'UDI, on peut le trouver au MODEM, on peut le trouver aussi à La République en marche. Vous parlez donc des familles politiques. On va parler beaucoup de Bayonne dans cette émission, bien évidemment, mais un mot sur la voisine, celle Biarritz. Un mot sur la politique, notamment concernant Biarritz, puisque Michel Venac a annoncé qu'il serait candidat pour un futur mandat. En tous les cas, il serait candidat pour un mandat. Et on a appris cette semaine qu'il y aurait sur sa liste un secrétaire d'État, un membre du gouvernement, en l'occurrence Jean-Baptiste Lemoyne. Et on apprend également, ou en tous les cas, on devine qu'un autre ministre, celui de l'Agriculture, pourrait être candidat également à Biarritz, mais sur une liste d'opposition. 2 ministres du gouvernement qui se retrouvent opposés à Biarritz. Vous en pensez quoi de cette situation ? Écoutez, je ne vais pas faire d'émission ou d'ingérence dans la politique biarrote, vous vous en doutez. Comme maire de la commune voisine et puis président aussi de la communauté Pays basque, je souhaite qu'il y ait un certain apaisement. Il n'est pas aujourd'hui tout à fait perceptible, puisque chaque jour nourrit un nouvel incident. Et je souhaite en effet qu'on puisse avoir à Biarritz une solution biarrote. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne puisse pas y avoir des personnes venant d'ailleurs, et il n'est pas question du reste que de ce ministre du gouvernement actuel, puisqu'il y en a effectivement un autre qui semble aussi s'intéresser à cette magnifique ville. Je ne veux pas croire que c'est parce qu'il y a une piste d'atterrissage à Biarritz que nous avons effectivement ces arrivées. Je veux croire surtout
que ces personnes, quelles qu'elles soient, sont mues par une volonté, et je n'ai pas de raison de penser le contraire, de faire avancer la ville et le territoire. Parce que Biarritz est une composante très importante du Pays basque. Je le dis, très importante. Parce que c'est la porte d'entrée pour le tourisme international. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs une marque qui s'appelle Biarritz Pays basque pour le tourisme au niveau international. Et donc, nous avons, et c'est la raison pour laquelle je m'autorise à dire ceci, c'est qu'il faut absolument que, bien sûr, les choses se passent le mieux possible dans cette ville. Il n'y a pas de raison de penser que les choses vont se décanter et que les électeurs feront le bon choix. On parle souvent de l'opposition entre Biarritz et Bayonne, mais en fait, vous ne pouvez pas vivre les uns sans les autres. C'est impossible, vous êtes totalement liés. Mais bien sûr que nous sommes liés, et vous savez, on s'amuse quelquefois, et parce que nous avons des clubs sportifs de part et d'autre, et que nous avons des derbies qui sont des moments totalement irrationnels. Mais tout ça, on s'en amuse beaucoup plus que on ne se lamente sur ce sujet. Donc aujourd'hui, il faut effectivement avoir conscience de cette complémentarité, d'ailleurs, de toutes nos villes, y compris de la ville d'Anglet, qui se trouve entre Bayonne et Biarritz, et qui est une ville qui a pris beaucoup d'importance, puisqu'il y a aujourd'hui 41 000 habitants dans cette ville, qui est aussi une ville balnéaire. Alors je le disais, l'actualité de la semaine est riche, ça ne vous a pas échappé. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues des différentes villes de France cette semaine, jeudi en l'occurrence, à Paris, à Bordeaux, à Biarritz, à Bayonne. Je crois qu'à Bayonne, il y avait entre 7 et 10 000 personnes, donc manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes surpris tout d'abord par l'ampleur de cette mobilisation ? Non, je ne suis pas surpris par cette mobilisation, et je crois surtout qu'il faut en tenir compte. Rien ne serait plus dangereux que de traiter par l'indifférence, je ne dis pas le mépris, parce que personne n'a envie de mépriser ce mouvement, mais par l'indifférence ce qui s'est passé. De la même manière que la manifestation des Gilets jaunes avait amené la présidence de la République à s'interroger, de la même manière, il faut aujourd'hui s'interroger sur ce sujet. Ce que je crains, c'est que la pédagogie sur ce grand dossier de régime des retraites n'ait pas été véritablement exercée. Les choses n'ont pas été expliquées, car il y a beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Et que si cette manifestation aussi massive sur le plan national, et y compris à Bayonne, puisqu'il y avait entre 7 000 et 10 000 personnes, suivant la police ou les organisateurs, eh bien, tout ceci montre tout simplement qu'il y a des personnes qui sont en souffrance. Et c'est vrai que lorsqu'on voit, d'abord d'une part, la complexité de ce dossier. Vous savez, beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents sur le dossier des retraites. Il ne faut quand même pas l'oublier, y compris Rocard. Je crois que personne n'a oublié dans cette région, encore moins à Bordeaux. Alain Juppé s'est beaucoup également intéressé au sujet. Monsieur Fillon avait également ouvert le dossier. Beaucoup l'ont ouvert pour le fermer, ou tout au moins pour faire beaucoup moins que ce qui avait été initialement prévu. Alors, sur le fond, est-ce que vous partagez cette idée de réforme comme elle est présentée par le gouvernement actuel ? Alors écoutez, moi je considère qu'il faut une réforme. Du reste, c'est plutôt la majorité des personnes qui considèrent qu'il faut faire une réforme. Car aujourd'hui, le système des retraites, vous le savez qu'il y a 43 régimes de retraite différents, c'est une situation inégalitaire dans laquelle on vit. Il faut quand même le dire. Et que si aujourd'hui il faut revenir sur un certain nombre de situations acquises, je ne pense pas qu'aux régimes spéciaux. Il ne s'agit pas aujourd'hui de vilipender ou de montrer du doigt tel ou tel corporatisme, même s'il y a, il faut le reconnaître, un certain nombre de réflexes corporatistes dans le débat sur les retraites, mais toutes les professions sont respectables. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, des professeurs des écoles. Moi, je comprends l'inquiétude des professeurs des écoles, qui font un travail exceptionnel. Et qui, aujourd'hui, parce que les professeurs des écoles n'ont pas de prime, à la différence d'autres fonctionnaires, se retrouvent à devoir disposer de retraites qui sont misérables par rapport au temps qu'elles ont consacré aux autres, et en particulier donc à ces jeunes populations. Moi, je veux dire ici que
il va falloir que dans ce dossier des retraites, on prenne les choses évidemment, non seulement sérieusement, mais au plus près aussi de la situation. Justement, comment doit-on faire pour faire évoluer ce dossier? Parce que visiblement, personne n'a trouvé la bonne méthode. Non, personne n'a trouvé la bonne méthode, mais il faut reconnaître à ce gouvernement, malgré tout, le courage d'avoir posé les éléments du problème. Maintenant, cette manifestation s'est déroulée, il faut l'entendre, et je crois qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et trouve les meilleures solutions possibles. Mais, encore une fois, il faut faire avancer en France le dossier des retraites, sinon, chacun le sait, on va dans le mur. Autre dossier dans cette émission, le 28 octobre dernier, la mosquée de Bayonne était victime d'une attaque. 2 personnes ont été blessées par Claude Cinquet, un ex-membre du Front National. Cette agression a été et a créé une vive émotion, bien évidemment. Regardez ce reportage, donc, qui date du 28 octobre, signé René Garat. Il est un peu plus de 21h. Le secrétaire d'État rencontre la communauté musulmane et les élus. S'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité. Le président de l'association culturelle des musulmans de la Côte Basque salue ce soutien gouvernemental. Ça fait chaud au cœur qu'il soit là. Mais bon, je peux vous dire que toute la communauté est touchée. Et, plus précisément ceux de Pays Basque. Même consternation à la mairie de Bayonne. Nous sommes sous le choc. Nous n'imaginions pas 2 secondes qu'une situation pareille pouvait intervenir dans notre ville. Parce que la communauté musulmane est un exemple d'intégration dans la vie de notre cité. Laurent Nunez s'est ensuite rendu au commissariat de police de Bayonne pour saluer le travail des forces de l'ordre qui ont interpellé rapidement l'auteur présumé de l'attaque de la mosquée. Alors, plus d'1 mois après cette attaque, avez-vous tout d'abord des nouvelles de la santé des 2 victimes? Écoutez, oui, la situation médicale des 2 victimes est aujourd'hui bonne. Et fort heureusement parce que on est passé à côté d'une catastrophe. Car les mois dont vous parliez en ouvrant le sujet il y a quelques instants, je l'ai vécu en direct avec la population, avec la fois bien sûr avec la population musulmane, mais également avec la population du quartier qui ne comprenait pas ce qui venait de se passer dans cette mosquée qui se trouve dans un quartier de notre ville. Et alors même que nous n'avons jamais, je dis bien jamais eu la moindre difficulté dans notre ville avec l'exercice du culte musulman, un culte musulman qui s'exerce depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut savoir que cette ville, la ville de Bayonne, a accueilli à la fin des années 60 et à la faveur de la décolonisation beaucoup de Maghrébins et de musulmans qui donc ont rejoint notre ville et le culte a toujours pu être exercé et tous les maires qui se sont succédés dans cette ville depuis les années 60 ont fait en sorte que les musulmans puissent être respectés. Cette attaque a-t-elle entraîné un changement dans le quotidien des habitants justement du quartier et de la communauté là ces dernières semaines? Écoutez, ce qui est intéressant à dire ici, c'est que tout le monde était consterné et qu'il ne se trouvait aucune personne dans la ville pour manifester de l'indifférence par rapport à ce sujet. Donc la population était très soudée, très solidaire aussi. Et je dois dire de ce point de vue que l'État a joué un rôle très positif. Nous avons reçu la visite comme vous venez de le voir dans le sujet, de M. Nunez, le secrétaire d'État. Et donc cette visite montrait bien sûr de la part du gouvernement un véritable soutien. Donc qu'il s'agisse du gouvernement comme de la communauté des Bayonnaises et des Bayonnais, il n'y a eu aucun problème là-dessus. Nous n'avons fait qu'un.
Et ce soutien était absolument total. Autre chapitre dans cette émission, les langues régionales sont-elles menacées? Le basque notamment, le basque est-il menacé comme d'autres langues régionales? Ils étaient plusieurs centaines de militants à manifester ce week-end à Paris, justement à manifester leur inquiétude. Regardez ce reportage. Pour que vivent nos langues! Pour que vivent nos langues! Basques et Occitans se sont unis aux autres régions de l'Hexagone pour défendre leur langue régionale sur le pavé de la capitale. En cause, les réformes de l'enseignement au lycée et du baccalauréat et l'impossibilité de passer des examens comme le brevet des collèges entièrement en basque. On sait que les gouvernements successifs n'ont jamais été en faveur de nos langues, loin de là, et tout ce qu'on a arraché, ça a été le fruit d'une longue lutte. Mais là, depuis que Jean-Michel Blanquer est à la tête du ministère, les attaques se sont encore durcies et multipliées. Plus de professeurs, plus de reconnaissance, les revendications sont claires pour ces défenseurs. Le principal danger en France aujourd'hui, c'est que nos langues finissent par disparaître. Et ce n'est pas l'anglais qui va nous faire disparaître. Malheureusement, dans nos territoires, c'est le français qui est en train de nous bouffer en parlant mal. Au cours de la journée, une délégation de 5 élus a été reçue au ministère de l'Éducation nationale. Alors, la langue basque vous paraît-elle menacée aujourd'hui? Oui, moi je suis inquiet par une forme d'universalisme qui s'installe dans ce pays. Et je ne dis pas que c'est depuis quelques jours ou depuis quelques semaines ou ces dernières années. Il y a une forme de jacobinisme rampant que ce pays connaît. Alors, c'est aussi le président de la communauté Pays Basque qui vous parle à cet instant. Chaque fois qu'on revendique notre diversité, chaque fois qu'on revendique notre particularité, nous ne sommes pas entendus. Et c'est grave que de considérer que les cultures régionales ne font pas partie de la culture de la France. D'ailleurs, la Constitution nous dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la nation. Pour inverser cette tendance, que souhaitez-vous? Eh bien, moi, je souhaite simplement que les revendications qu'on vient d'entendre de la part des organisations de défense de la langue basque soient entendues. Donc que les moyens financiers... Que les moyens soient mis en œuvre. Écoutez, nous sommes chaque année dans l'obligation de faire des interventions, voire des manifestations pour obtenir les postes qu'il nous faut avoir pour continuer à assurer l'enseignement de la langue basque. Écoutez, on a le sentiment de temps en temps d'avancer et puis ensuite on recule. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des langues régionales, quelles qu'elles soient, et de la langue basque en particulier. Je crois que la force de ce pays, de la France, c'est justement la diversité régionale. Quelques mots sur un temps fort de la vie à Bayonne, les fêtes évidemment de Bayonne. L'été, depuis 2018, les fêtes de Bayonne sont payantes. Vous avez fait ce choix, ça fait donc deux saisons, j'ai envie de dire. Est-ce que le bilan vous paraît satisfaisant? Est-ce que vous regrettez ce choix ou pas? Sûrement pas. Parce que, voyez-vous, ces fêtes de Bayonne, c'est 1 million de personnes sur 5 jours. Ce sont des moments de liesse, mais c'est une fête qui coûte très cher aux contribuables bayonnais, ou tout au moins qui coûtait très cher. Car aussi bien, depuis que nous avons institué, pour la deuxième année, en 2019, l'entrée payante pour la moitié des fêtes, à partir du vendredi midi, eh bien, nous avons pu obtenir de la réduction du coût de ces fêtes, et en particulier des coûts de sécurité quasiment de 1 million d'euros. Alors, c'est important parce que ça signifie que ce sont les contribuables de notre ville qui supportent moins, il y a encore des charges, mais qui supportent moins que ce qu'ils supportaient jusque maintenant pour des fêtes qui concernent l'ensemble du bassin de vie. J'aurais tenté de dire, y compris la région, parce que je connais beaucoup de Bordelais qui, chaque année, viennent aux fêtes de Bayonne. C'était une évidence. On vient de parler des fêtes, un peu de sport. Évidemment du rugby, l'aviron bayonnais, vous adorez le rugby, vous soutenez ce club et vous avez décidé cette semaine, lors d'un conseil municipal important justement, d'apporter un soutien encore plus important à l'aviron bayonnais pour qu'il passe le cap d'une structure professionnelle, j'ai envie de dire, au niveau notamment de l'environnement du club, c'est bien ça? Alors, c'est tout à fait ça. Notre club a connu les affres de la descente en Pro D2. Cette année de Pro D2 s'était d'ailleurs fort bien passée. On aurait pu très bien d'ailleurs y rester, mais il se trouve que les performances de notre club, et grâce, il faut dire, à un homme exceptionnel qui est Yannick Bruck, qui est notre manager sportif, et avec bien sûr les présidents de notre club, ont fait un travail tel
que nous avons, en une année, réussi à revenir dans le Et le top club est en 10e 14. position actuellement. Ce club est en bonne position actuellement. Maintenant, on verra ce qu'il adviendra dans les semaines qui viennent. Mais il fallait surtout créer ce centre. Et nous l'avons décidé hier à l'unanimité des membres du conseil municipal. Et j'en suis particulièrement fier parce que ce n'est pas le projet du maire, c'est le projet de l'ensemble des élus. Le budget de cet investissement, il nous reste quelques secondes dans cette émission. Le budget sera de l'ordre de 10 à 11 millions d'euros. Il sera financé par des financements publics. Nous allons demander à la région d'intervenir ainsi qu'au département, de la même manière que ces deux collectivités ont déjà financé le stade à Pau. Et donc, c'est tout à fait normalement que ces financements publics seront recherchés. La ville de Bayonne apportera également sa contribution dans le montage de cette opération, puisqu'aussi bien les terrains appartiennent à la ville, et c'est dans le cadre d'un bail amphithéotique administratif que ce terrain, ainsi que les terrains adjacents, seront mis à disposition du club. Si je comprends bien, une éventuelle fusion avec vos amis de Biarritz, ce n'est absolument plus ou absolument pas envisagé. Donc. Écoutez, je serais tenté de vous dire qu'il n'en a jamais été réellement question. Et aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous dire que le club de l'Aviron bayonnais veut vivre sa propre aventure dans le bonheur qui est le sien et qui est parfaitement perceptible au stade. Jean-René Etchegaray, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.